L'Humain vagabonde, pour celui dont je voudrais vous parler cette semaine et puis la semaine prochaine aussi, eh bien ça semble fait pour lui, c'est vraiment tout à fait son genre. Je voudrais vous proposer une évocation de Jean Cocteau. On a fabriqué un personnage qui n'est pas moi, et c'est ce personnage, souvent, qui reçoit les coups. La vie d'un poète n'est pas drôle. Les muses sont des dames terribles et qui vous mangent pendant l'accouplement, pendant l'amour. Cela vient de nos ténèbres profondes, de la nuit du corps humain, et ce n'est pas du tout une inspiration, mais une expiration. Pour moi, un poète, c'est un homme qui est au service de forces qu'il connaît très mal. Voulez-vous être ma femme? Non, la bête. Je suis une vieille machine dont le destin est un déraillement ininterrompu. Adieu donc, belle. À demain. Est-ce qu'il y a un écrivain dont on ait davantage d'images? Tous l'ont dessiné. Picasso, Jacques-Émile Blanche, Kissling, Modigliani, Valentine Hugo, Christian Bérard, Léon Bakst, ou photographié comme Man Ray, ou sculpté comme Lipchitz, sans compter les autoportraits encore plus innombrables. Alors c'est une idée un peu paradoxale que de n'avoir que le son pour parler d'un homme d'image comme lui, car si on dit Cocteau, c'est une foule d'images, justement, qui viennent à l'esprit. Ses cheveux, son allure de faune légère, son Duffelcoat, dont il lança la mode, La Belle et la Bête, on vient d'en entendre quelques phrases, le groupe des Six, ou Cocteau en habit vert, ça lui allait très bien, Cocteau décorant la chapelle de Mille-la-Forêt, Cocteau avec Colette dans le jardin du Palais Royal, Cocteau et Jean Marais, bien sûr, Cocteau et Édouard d'Hermite, ou alors l'élève d'Argelos, les enfants terribles, Orphée, Maria Cazares dans le Testament d'Orphée, avec François Perrier à côté d'elle, les dessins de Cocteau, ses profils d'éphèbes d'un seul trait de crayon, et puis, je sais pas, Edwige Feuillère dans L'Aigle à deux têtes, Jean Babilé dans Le jeune homme et la mort, Cocteau donc le touche-à-tout, Cocteau l'insaisissable, l'omniprésent, à qui on a toujours reproché de s'éparpiller, de n'être pas profond, de copier les uns et les autres, d'être trop à la mode, trop mondain, et à qui on a toujours prédit qu'il serait oublié dès qu'il aurait quitté ce monde. Eh bien, étrangement, il est toujours là. Vous savez, il y a cette phrase superbe, et d'ailleurs pleine de superbe, qu'il a voulu qu'on inscrivît sur sa tombe « Je reste avec vous ». Sa tombe est dans la chapelle Saint-Blaise des Simples à Milly. C'est une simple dalle avec son nom, Jean Cocteau, et puis cette phrase signée de son étoile emblématique « Je reste avec vous ». Et justement, je pense à cette image, celle de Cocteau sur son lit de mort. On le voit, lui, de profil, au premier plan, couché, évidemment, et puis derrière, on voit un jeune homme en train de régler un projecteur pour la vraie photo. Celle-ci n'est, en somme, qu'une photo de travail, de réglage. Et pourtant, elle a quelque chose de vrai et de drôle. C'est Cocteau mort, apparemment mort, aurait-il dit, faisant mine d'être mort, mais se mettant encore en scène. Il y a eu toujours beaucoup de censeurs, de puritains pour lui reprocher sa légèreté. Jean Cocteau était léger. Oui, mais quoi de plus beau que d'être léger, léger comme une feuille au vent. Il avait répondu à ça, bien sûr, car il avait réponse à tout. Tel je suis, englué de charme, j'appartiens à la minute, elle me fausse les perspectives, je cède à qui sait me convaincre. C'est pourquoi la solitude m'est bonne, elle regroupe mon vif argent. Beaucoup se méfiaient de Cocteau. Et lui répondait « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ». C'est beau, cette phrase, magnifique. Il disait aussi « Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être organisateurs ». Et à quelqu'un qui lui demandait ce qu'il emporterait si la maison flambait, il répondit « J'emporterai le feu ». Portrait d'un homme qui aurait pu dire « Comme Oscar Wilde, j'ai mis mon talent dans mon œuvre, mon génie, je l'ai mis dans ma vie ».
En y repensant, cette phrase de Cocteau, « Je reste avec vous », pourrait bien être une clé du personnage. Lui, dont l'obsession fut toujours d'être là, d'être au centre de ce dont on parle, au centre de ce qui se fait, d'être parmi ceux qui comptent, de former un duo avec celui ou celle qui incarne non pas l'époque, mais le moment précis. Et comme ça, on pourrait multiplier les duos et les noms de ceux dont il fut l'alter ego. Cocteau et Anna de Noailles, Cocteau et Proust, Cocteau et Missia Certes, Cocteau et Apollinaire, Cocteau et Diaghilev, Cocteau et Picasso, Cocteau et Radiguet, Cocteau et Stravinsky, bien sûr. Il y a comme ça une collection presque infinie de célébrités auprès desquelles Cocteau, à un moment ou à un autre, fait 3 tours de piste. Et la phrase que je citais tout à l'heure, « Je cède à qui sait me convaincre, c'est pourquoi la solitude m'est bonne », démontre bien l'intelligence vif-argent de ce personnage, qui sait très bien qu'il y a là son talon d'Achille, dans ce talent à repérer ce qui va compter pour en devenir le poisson pilote, le rémora, comme on dit à propos des requins. Claude Arnault, qui a signé une brillante biographie de Cocteau chez Gallimard, biographie définitive, en tout cas pour un certain temps, dit qu'il a eu envie de l'intituler Cocteau au pluriel, Cocteau avec un X, tellement ils sont nombreux, et tellement ses talents sont nombreux. Vous savez, c'est le célèbre catalogue des œuvres de Cocteau qui se subdivise en poésie, poésie de théâtre, poésie de roman, poésie critique, tout devenant poésie. Il y a aussi ce talent de dessinateur, qui fut le premier de tous, et sa facilité surnaturelle à caricaturer tout le monde, à attraper les ressemblances, soit avec le crayon qu'il avait extraordinairement facile, soit avec son corps et sa voix. Il était un imitateur hors pair. C'était le premier de ses talents de société. Alors oui, trop de talent, trop de prestesse, trop de grâce, trop de dons, et trop occupé à se rendre indispensable et inoubliable, occupant trop le terrain, trop séduisant et fugace, incapable de suivre une piste. Je procède par coup de tête. C'est lui qui parle, là, bien sûr. Je ne puis suivre longtemps une idée. Je la laisse fuir lorsqu'il faudrait m'approcher d'elle et sauter dessus. Toute ma vie, j'ai chassé de la sorte, faute de pouvoir mieux faire. C'est ce qui trompe le monde, qui prend mes hasards pour de l'adresse, mes fautes pour de la stratégie. Jamais homme ne fut environné de tant d'incompréhension, de tant d'amour, de tant de haine. Ma légende écarte les sots, l'intelligence me suspecte. Et puis aussi ceci, cette citation. Je sens une difficulté d'être. C'est ce que répond Fontenelle, centenaire, lorsqu'il va mourir. Et que son médecin lui demande « Monsieur Fontenelle, que sentez-vous » Seulement la sienne est de la dernière heure. La mienne date de toujours. Et Cocteau ajoute ceci, et c'est justement dans ce livre intitulé « La difficulté d'être », ce doit être un rêve que de vivre à l'aise dans sa peau. J'ai de naissance une cargaison mal arrimée. Je n'ai jamais été d'aplomb. Et dans cet état lamentable, au lieu de garder la chambre, j'ai bourlingué partout. Cocteau, oui, parle très bien de lui-même. Il est son meilleur biographe. On pourrait même dire qu'il est son meilleur avocat. Parce qu'il y a toujours cette allure de plaidoyer, pro domo, dans tout ce qu'il écrit. Et il prend assez bien les devants de toutes les critiques qu'on peut lui faire. Comme dit Cyrano, vous savez, je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Alors oui, qu'en fait, Cocteau s'en est toujours assez bien sorti. Mais il lui fallait défendre son personnage. Exactement à la manière dont un romancier défend ses créatures. Connaît les défauts de ses créatures, les montre, et puis les justifie. Et si Cocteau eut un talent, eh bien, ce fut celui de la mise en scène. Pensons à ses films, d'abord. Et il sut mener sa vie, disons, en dramaturge. Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité, cette phrase que je vous citais tout à l'heure, qui est connue. Dans Thomas l'imposteur, qui est l'un de ses rares romans, on peut lire ceci. La vérité lui donnait les malaises du mensonge. Et à la fin, Cocteau reste ce vieil homme sec, ce survivant du temps des fiacres, ce funambule de toujours,
celui dont d'innombrables procureurs avaient douté de la sincérité, Breton, Gide qui en fit l'un de ses faux monnagueurs, et puis tant d'autres. À cela, il avait déjà répondu. La sincérité serrée de chaque minute, même lorsqu'elle offre une suite de contradictions apparentes, trace une ligne plus droite, plus profonde, que toutes les lignes théoriques auxquelles on est si souvent tenu de sacrifier le meilleur de soi. C'était Itzhak Perlman avec l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par Zubin Mehta dans ce tout petit extrait de la fantaisie de concert sur des motifs de Carmen de Pablo de Sarasate. Alors oui, essayons de raconter la vie de ce personnage de roman nommé Jean Cocteau. Et d'abord ce nom, Cocteau, propice à toutes les plaisanteries, cousin de Coquet, à la fois petit coq et coquet comme coquette, proche de cocotte et de caquetant et de coquelet et de cocktail, bien sûr, voire de coqsigru. Cousinage tout à fait revendiqué par Cocteau quand il se fit le défenseur de la musique des six au sortir de la guerre. C'était à ce moment-là le coq chantant tôt, le coq gaulois, chantant tôt son triomphe sur la musique allemande. Et puis Cocteau, comme Georges Cocteau, ce père, si doux, si nonchalant, vivant à l'époque où le franc était si stable qu'un rentier pouvait vivre du produit de ses placements, à condition tout de même d'avoir hérité de fortunes respectables, eh bien c'était le cas du côté des Cocteau. Comme des Lecomte, les familles avaient donné des agents de change, des diplomates, des amiraux. On habitait l'été Maison Laffitte, on villégiaturait à Cannes ou en Normandie. Les petits garçons portaient la jupe jusque vers 4 ou 5 ans, et puis un costume marin et un chapeau jambard. Rêveuse bourgeoisie. L'hiver, dans l'hôtel particulier de la rue La Bruyère, on accueille des musiciens, parfois justement Sarasate, qui est un ami. On mélancolise, mais avec insouciance. Georges Cocteau, avec ses cheveux ondulés, sa barbe douce et ses moustaches artistes, peint volontiers. Il aime les poètes. Les enfants ont une gouvernante. Le dimanche, à Maison Laffitte, le grand-père tient le violoncelle. On collectionne les tableaux. Dans une vitrine, il y a l'une des perruques de Rossini, car savez-vous que l'auteur du Barbier de Séville en avait toute une série avec des cheveux de plus en plus longs pour donner l'illusion qu'il poussait avant la visite fictive du coiffeur. Et c'est une grand-mère qui avait été cantatrice, qui avait obtenu cette relique capillaire rossinienne. La grande maison avait un air de datcha sous les glycines. Elle était emplie de porcelaine de Chine. À vrai dire, c'était la maison des Lecomte, donc la famille maternelle. Et Georges Cocteau y faisait figure de prince consort. Des dessins d'Ingres, des tableaux de Delacroix, des médailles florentines, des autographes de ministres, des masques d'Antinoé, des vases de Chypre et des Stradivarius. Ma préférence allait aux vitrines de masques et de violons. Les violons décoraient la salle de billard. Ils s'incrustaient dans les crins en velours bleu de roi des meubles d'ébène dont les tiroirs contenaient la colophane, les cordes, les chanterelles et les craies de billard. Car ces trésors servaient le soir où se réunissaient le quatuor Sarasate, Sivori, Grébert et l'hôte amateur Eugène Lecomte. Avec ses grosses moustaches, sa crinière grise, sa redingote à brandebourg, ses chaînes de montre, ses pantalons à sous-pieds et ses petites bottes vernies, nous estimions que Sarasate ressemblait à un lion habillé en dompteur. Et puis, il y avait la mère, Madame Cocteau, la mère les soirs d'opéra. Un nuage de parfum et de poudre de riz mauve embaumait sa chambre. Ma mère semblait maintenue par la longue robe raide en velours rouge brodée de jais, une robe de chez Raudnitz,
à manche-ballon, d'où les bras, les épaules, la poitrine surgissaient, livides, d'une torsade du même velours rouge sur un corselet très simple, propre à devenir le fond de la scène classique au bord des loges, éventail d'écailles, lorgnettes de nacre, applaudissements discrets. C'est évidemment Cocteau qui décrit tout cela dans Portrait souvenir. Et on songe un peu à Edwige Feuillère dans L'Aigle à deux têtes, et à la robe que Christian Bérard dessina et drapa pour elle. À un autre endroit, Cocteau décrit l'éclairage cru de la salle de bain, qui éclaire la scène en biais. Et là, peut-être qu'on se souvient de la voix humaine. Sa mère est un personnage capital, évidemment, dans le paysage mental de Cocteau. Et cette image de départ pour l'opéra a quelque chose de fondateur. Et l'enfilage des gants, et l'adorable rite final qui consistait à boutonner sur le poignet la petite lucarne où j'embrassais la paume nue. Et cet enfant rêveur, donc, qui explore la grande maison, qui ouvre les tiroirs, cet enfant rêveur peut rêver à ces spectacles mystérieux qui se déroulent dans cet opéra lointain et fabuleux. Et l'enfant joue au théâtre, metteur en scène, acteur de tous les rôles, se drapant et s'enturbanant dans des tissus trouvés dans des malles, agitant de vieux éventails. Un jour, on lui demande ce qu'il voudrait faire plus tard. Il répond ingénieux. Non pas ingénieur, mais ingénieux, avec un X. Il gagne de l'argent de poche en vendant ses premiers dessins à son grand-père, puisqu'il est né caricaturiste, à l'instar d'un Sem ou d'un Capiello. Et cet argent, il le dépense dans les jardins des Champs-Élysées, au Palais de Glace, au Looping de Loop, où il voit patiner Liane de Pougy, ou Polaire, ou Colette, mince comme un petit renard en costume cycliste, dit-il. Et Madame Cocteau se fait portraiturer par un Joseph Wencker, un peintre mondain, disciple de Jérôme, sûr de lui, jovial, et très présent auprès de cette belle dame. Un jour de 1898, Jean a 9 ans, on trouva Georges Cocteau mort dans son lit, après s'être tiré une balle de revolver. Eugénie Cocteau, née le comte, pourra se consacrer tout entière à son fils cadet, son fils bien-aimé, lequel, bien plus tard et sans preuve, suggéra dans le livre blanc que son père avait peut-être eu des goûts semblables aux siens. Sans doute ignorait-il sa pente, et au lieu de la descendre, en montait-il péniblement une autre, sans savoir ce qui lui rendait la vie si lourde. Je suis né le 5 juillet 1889. Beaucoup de dictionnaires me rajeunissent de 2 ans. Je suis né à Maisons-Laffitte, en Seine-et-Oise, d'une famille charmante. Mon père était peintre amateur. Il est mort lorsque j'avais 10 ans. Mon grand-père collectionnait des objets d'art et des tableaux. Il avait de l'audace et de l'éclectisme. Les amis de mon grand-père étaient des virtuoses, des violonistes, des violoncellistes, avec lesquels il organisait des quatuors. Il est probable qu'on ressemble toujours à sa famille, mais c'est le dilettantisme de ma famille qui m'a trompé d'abord et qui m'a aidé ensuite. Ma famille était très éclectique. Elle écoutait avec le même plaisir Wagner et Gounod, par exemple. Tout cela, outre les mystérieux départs de ma famille pour l'opéra, soit vers Faust, soit vers le crépuscule des dieux, composait un drôle de mélange qui ne pouvait me donner qu'un vague amour de la peinture, de la musique et du théâtre. Longtemps, je n'ai pas eu le droit d'aller au théâtre, et je ne connaissais le théâtre que par les programmes que ma mère oubliait dans ma chambre. Je la voyais partir pour le théâtre. Je la voyais habillée, la femme de chambre à genoux comme devant une madone, et puis elle partait rejoindre les grandes salles mystérieuses, et puis elle revenait en oubliant, en jetant des programmes sur mon lit. Et puis alors il y avait un magazine avec déjà la couverture en couleur qui s'appelait Le Théâtre. Et alors j'avais la Scarlatine, la Rubéole, et j'étais dans mon lit, et aussi des fausses appendicites pour ne pas aller au collège. Et puis je découpais des décors, je les réinstallais dans les petits théâtres. Et maintenant, même quand j'ai fait Péléas et Mélisande, j'ai fait ces décors vite dessinés sur des surfaces transparentes, en me souvenant
de mon enfance et des petits décors que je découpais dans mon lit. Je faisais à cette époque des poèmes absurdes et c'est Taillade qui a présenté mes détestables poèmes à Femina par l'entremise d'Édouard de Max. Il y disait du mal de tous les poètes, sauf de moi, bien entendu. C'était un homme charmant. J'ai débuté, voyez-vous, très jeune, avec trop de chance, dans un milieu qui ne goûtait pas les choses qui devaient me devenir saintes. Mes rencontres, qui devaient tant m'apprendre, furent celles d'Igor Stravinsky et de Pablo Picasso. Un autre de mes maîtres fut cet Erik Satie, dont la ligne s'opposait à l'impressionnisme musical et dont la musique dégraissée, délivrée de sauce et de voile, paraissait un peu trop naïve aux intellectuels. Eh bien, Satie, par rapport à nous, était déjà vieux. Il avait un petit bouc, une petite barbiche de chèvre-pied. Et il s'asseyait près de mon lit avec un melon. Il ne quittait jamais son melon, basculé jusqu'à son binocle, un parapluie entre les jambes. Il était moitié écossais, moitié de Honfleur. Il avait un peu cet esprit d'Alphonse Allais. Et là, en tortillant sa barbe de faune, sa barbe grise de faune, il disait du mal de Ravel, détestait Ravel. Et comme Debussy détestait également Ravel, le dimanche, quand il déjeunait chez son vieux camarade Debussy, il disait du bien de Ravel pour taquiner Debussy. Qui, enfin, Satie, vous ne me direz pas que les valses nobles et sentimentales, ah, si, c'est pas si mal, c'était rassorté, disait Debussy. Ce fut un très bel adolescent. C'est ce que dit Félix Fénéon à propos de Jean Cocteau. Jean Cocteau qui lui-même ne s'aime pas. Il est tout en finesse, ce jeune Cocteau. Il est, comme nous l'avons suggéré déjà, il est doué pour tout. Et on va lui reprocher d'être un caméléon. Mais que voulez-vous, caméléon, il l'est de naissance. Il voudrait être partout à la fois et vivre toutes les vies à la fois. Angoisse de la solitude peuplée. Mélancolie de ne se jamais sentir natif des lieux que l'on préfère, révolte de n'être pas multiple et de vivre captif dans notre étroite mesure d'espace, lassitude à franchir les phases normales d'une tendresse dont nous désirons l'immédiate réciprocité. C'est comme ça qu'il se décrit vers 1908, au cours d'une nuit d'insomnie, à Venise, forcément à Venise, au bord du Grand Canal. Il est encore à l'âge du lycée, même s'il a déjà été renvoyé du lycée Condorcet pour absentéisme, quand, avec deux amis, il commence à hanter l'Eldorado, qui est le café-concert du boulevard de Strasbourg, où chante Mistinguett. Mistinguett fut le premier des monstres sacrés de sa collection. Mistinguett qui avait la réputation d'être une croqueuse d'hommes et qui fit courir le bruit qu'elle avait croqué le jeune Cocteau. Très jeune même. Bruit tout à fait mensonger que Cocteau ne démentit pas. En revanche, c'est très tard qu'il raconta qu'à la même époque, il rejoignait, d'ailleurs déguisé en lad, un jockey de l'hippodrome de Maison Lafitte, Albert Botton, qui fut peut-être sa première aventure homosexuelle. Il était aussi entré dans l'entourage d'un personnage tout à fait extravagant, Édouard de Max, qui était un acteur d'origine roumaine, et qui d'ailleurs avait gardé l'accent de sa Roumanie natale, couvert de bijoux, une sorte de cabot supérieur, interprète tout à fait délirant du Néron de Britannicus, et sur la scène de l'Odéon, d'Édipe, de Bouddha, d'Héliogabale, de Prométhée, et en général de tous les rôles où il pouvait porter des tiares, des couronnes, des traînes de 6 mètres de long, ou se faire porter sur une litière par quelques esclaves plus ou moins nus. Lui-même, malgré sa corpulence, aimait assez apparaître à peine couvert par quelques voiles qui ne couvraient pas grand-chose. De Max dédicace une de ses photos à Cocteau de la façon suivante: « À vos 16 ans en fleurs, mes 40 ans en pleurs ». Et puis, autre fréquentation, Lucien Daudet,
Beau jeune garçon, frisé, lingé, pommadé, peint et poudré. Ça, c'est une description qui est de Jules Renard, qui ajoute que ce jeune homme aux yeux de biche parle d'une petite voix de poche de gilet. J'aime beaucoup cette notation-là, une petite voix de poche de gilet. Lucien Daudet, complètement écrasé par la personnalité de son frère Léon Daudet, le futur tribun de l'Action française. C'est donc le fils de l'auteur des Contes du Lundi. C'est une sorte de garçon de compagnie et de porteur d'ombrelle de la très vieille impératrice Eugénie. Il faudrait ajouter Reynaldo Hahn, ce portrait de groupe. Reynaldo, qui est le Bunnybuls de Proust qu'il avait beaucoup aimé, disciple de Massenet. Reynaldo, le plus parisien des Vénézuéliens, qui chantait délicieusement ses mélodies, ou celles de Massenet, justement, et qui jouait du piano de sa façon inimitable, en fumant sans cesse ses cigarettes qui lui faisaient plisser les yeux. Et c'est de Max, j'y reviens, de Max, qui organisa et finança le premier couronnement public de Cocteau, le 4 avril 1908, à la salle Femina, sur les Champs-Élysées. Ce tout jeune poète, qui avait 18 ans à ce moment-là, et il allait bientôt échouer au baccalauréat, ce tout jeune poète entendit ses premiers poèmes qui paraîtraient l'année suivante sous le titre « La lampe d'Aladin ». Ces poèmes être dits et chantés par Mesdames Bréval de l'Opéra, Second Weber et Provost de la Comédie Française, par Monsieur Roland, Henri Roland, de l'Odéon, et par de Max lui-même. Après que Laurent Taillade, poète rescapé du symbolisme, eut entrepris de démolir tous les poètes présents et passés et à venir pour ne plus distinguer que ce jeune prodige, cette sorte de nouveau Rimbaud qui était le jeune Cocteau. Madame Cocteau, mère, qui ne s'inquiétait pas, bizarrement, des fréquentations poudrées de son fils. Madame Cocteau fut soulagée de le voir sacré poète, aussi indubitablement, et entrer dans les salons les plus exclusifs de Paris, chez la duchesse de Rohan, chez Madame de Loane, sans négliger quelques académiciens et parnassiens, chez lesquels Jean mondanisa sans vergogne. Madame Cocteau était maintenant sûre d'avoir engendré un Wunderkind. Elle ne voyait évidemment, comme toutes les mères, me direz-vous, que ce qu'elle voulait bien voir. Ainsi que comprit-elle de l'étrange épisode de Venise où son fils rencontra un jeune dilettante, Raymond Laurent, qu'il retrouva dans certains jardins de la Giudecca et qui, désespéré de n'être pas aimé en retour par Cocteau, se tira une balle de revolver sur les marches de l'église de la Salute. Et Jean, marqué par ce suicide, comment ne pas l'être, Jean et sa mère quittèrent Venise rapidement pour Paris, où ce fut le tour de Cocteau de souffrir d'amour pour une vieille femme. Ça, c'est de l'expression que soupirait sa mère. En l'espèce, la vieille femme, c'était Madeleine Carlier, qui avait 9 ans de plus que lui. Vint l'amour, Madeleine aux jolis yeux louchons, ses doigts avec les miens trichaient dans le manchon. Elle m'a fait du mal autant qu'on en peut faire. Un précepteur, quand on les prend, c'est avec des gants, si on leur colle une bise, avant qu'on se stérilise. Moi, quand je suis ici bas, je n'ai pas posé tout branle-bas. J'ai fait ça en douceur. Sur le gazon, la grande secousse et le fameux petit frisson. Et lorsque j'ai chaviré, j'ai rien dit, rien soupiré, mais j'ai caché ma frimousse afin de pleurer.
Alors, je reviens à Cocteau. Il y eut d'abord Christiane Mancini. Christiane Mancini, qui était une jeune comédienne qu'il fit souffrir. Lui, il la fit souffrir, j'entends. Et elle le couvrit de lettres amoureuses. Elle fut le prétexte à quelques vers baudelairiens, assez exécrables, il faut bien le dire. Par exemple, « Je voudrais ricaner de ta douleur brûlante et te glacer de peur sous mes doigts assassins. » Bien. Et puis, il y eut la môme Carlier, Adèle Martin, dite Madeleine Carlier, qui était une comédienne des boulevards, qui était suivie d'une cohorte d'admirateurs et de protecteurs, une sorte de brugnon avec une moue boudeuse, dont Cocteau tomba vraiment amoureux. Et Madame Cocteau mère sera épouvantée d'entendre Jean parler de fiançailles avec elle, elle qui sera l'inspiratrice d'une série de dessins érotiques et d'un dépit amoureux que Cocteau soignera en retournant vers ses amis passionnément aimés qui étaient Carlito Boulan ou Lou Tellegen ou Maurice Rostand. Celui-ci, Maurice Rostand, était le fils d'Edmond Rostand, lui-même, Maurice, si outrageusement poudré et maquillé et parfumé qu'il donnait des crises d'asthme à Proust. L'homosexualité de ces années-là devait tout à Oscar Wilde. Plus tard, c'est Cocteau lui-même qui inventerait une mythologie à base de marins costauds et d'anges vus de profil et d'athlètes bien découplés. Pour le moment, le monde homosexuel dans la société parisienne était caricaturalement efféminé et affecté. Un monde dont l'entomologiste serait Proust, bien sûr, dont on ne sait où ni quand il rencontra pour la première fois Cocteau, peut-être dans le salon de Madeleine Lemaire, cette peintre de fleurs qui, disait-on, pour le nombre de roses créées, venait juste après Dieu. Ou alors peut-être chez Madame Alphonse Daudet, ou chez Madame Strauss, ou chez Larue, le restaurant de la place de la Madeleine. Proust, à ce moment-là, n'était encore que l'auteur des plaisirs et les jours. Il s'était retiré du monde. Pendant des lustres, il l'avait hanté, ce monde. De temps en temps, il sortait encore pour vérifier un détail, ou alors il se lançait dans d'interminables téléphonages, à moins qu'il ne bombardât de lettres ses amis pour d'infimes détails généalogiques. Il se tenait dans un coin de sa toile, 102 boulevard Haussmann, comme une araignée. Et Cocteau, lui, parut un insecte intéressant. Cocteau pouvait lui sembler finalement être une sorte de lui-même, plus jeune de 20 ans. Et puis il y avait ces similitudes dans leur vie. Et d'abord, ces amours fusionnels, chacun avec sa mère. Donc Proust entreprit de faire la conquête de ce jeune mondain qui devint l'un de ses visiteurs habituels, accueilli par la belle Céleste, un de ses informateurs aussi, une de ses proies dont Proust enrageait de partager les faveurs avec un Robert de Montesquieu, par exemple. Montesquieu, le poète des Hortensias bleues, surtout le modèle de Charlus. Cocteau, un jour, dit à Gide « Je suis en caoutchouc. Au contact des personnes, je me déforme, prends leur vue, leur manière. À peine disparu, je reprends ma forme à moi comme un ballon. » Et donc, pour séduire Montesquieu, ce parangon de la décadence, ce monument autoproclamé chef des odeurs suaves, eh bien, Cocteau surenchérissait de flagornerie, sans succès, puisque Montesquieu prenait un plaisir dandy à humilier ce jeune arriviste, dont il avait appris qu'il faisait hurler de rire ses amis grâce à un numéro absolument virtuose, puisque Cocteau, complètement au second degré, parvenait à imiter Proust imitant lui-même Montesquieu. Spectacle qui devait être quand même assez intéressant. Donc voilà ce jeune Cocteau qui est le type accompli du jeune pour vieux et qui ajoutait à sa collection la comtesse Adéome de Chevigné, qui fut, comme on sait, l'un des modèles de la princesse de Guermantes, qui était une sorte de vieux rapace, de vieil oiseau de proie, ou de vieux gendarme, un peu rogue. Elle descendait du marquis de Sade et de la Laure de Pétrarque. C'était une excentrique spectaculairement homasse, avec un langage de charretier, et qui, quand Cocteau se penchait sur son loulou de Poméranie, s'écriait « Attention, vous allez lui mettre de la poudre de riz ».
Donc il était quand même grand temps de rajeunir les cadres. En 1909, Diaghilev présenta au Châtelet Boris Godounov avec Chaliapine et Scheherazade, décor de Bakst. Les Rostand avaient présenté Cocteau à Missia Edwards, ex-Godebski, ex-Natanson. Et dans la loge de Missia, Cocteau assista au triomphe de celui qui dans la vie avait l'allure d'un lad endimanché ou d'un vendeur de grands magasins aux cheveux rares, et qui sur scène devenait ce que Nietzsche avait rêvé. Nietzsche avait dit « Je ne peux croire qu'à un Dieu qui saurait danser ». Eh bien, Nijinsky semblait être celui-là, précisément. Avant que de s'effondrer en coulisses, on l'y relevait comme un boxeur avec des serviettes chaudes, des gifles et de l'eau que son domestique Dimitri lui crachait à la figure. Nijinsky, presque évanoui, c'est Cocteau qui parle, là, qui le décrit. Nijinsky, presque évanoui, douché, massé, épongé par ses soigneurs et par nous. Il restait à Cocteau à finir ses classes. Eh bien, c'est ce qu'il fit avec une diva du monologue, moitié Sarah Bernard, moitié Pythie de Delphes, la frange au ras des sourcils, les paupières en capote de Victoria, la jambe courte, mais ça ne se voyait pas puisqu'elle recevait coucher. Elle accueillait ses adorateurs dans sa ruelle, sur des tabourets, comme une Montespan. Cocteau avait été, je cite, saccagé d'amour à la lecture des éblouissements. On écoutait cette dame, hypnotisée par son verbe insinuant, inextinguible et capiteux, fasciné par ses petites mains ouvertes, projeté d'elle comme d'une fronde, ses gestes jonchant le sol de voiles, d'écharpes, de colliers, de chapelets arabes, de manchons. Anna de Noailles, Brancovent, puisqu'il faut l'appeler par son nom, et qui truffait de vers les lettres qu'il envoyait à son nouvel adorateur. Toi, vie, sois innombrable à force de désir, de frissons et d'extase. Cocteau devint son clone, son nana mâle, selon le mot des frères Lubesco. Il put recevoir à son tour dans sa chambre, comme Proust et Anna, et de sa belle écriture ronde, il écrivit sur une feuille « Trop et juste assez pour moi », et il épingla cette phrase sur son mur. Il marchait avec l'orgueil d'un oiseau sauvage qui serait tombé par hasard dans une basse-cour, dit la princesse Bibesco. Je n'ai jamais connu jeune homme qui m'ait à ce point fait songer à la bénédiction d'être vivant par une belle aurore dont parle Wordsworth, dit, cette fois-ci, Edith Wharton. Alors qu'il n'avait donc jusque-là rien fait, si ce n'est 2 recueils de poésie qu'il allait plus tard renier, La lampe d'Aladin et Le prince frivole, eh bien Cocteau était devenu ce personnage étrange, d'une personnalité bien parisienne. Il avait 20 ans, à peine plus, et Diaghilev le considérait comme une sorte de baromètre, de sismographe, d'instrument de mesure très précis, de cornet acoustique peut-être aussi, de ce qui se pensait, se disait dans Paris. Et Diaghilev lui demanda le livret d'un ballet nouveau. Et là, c'est intéressant parce qu'on vit Cocteau se tromper. On vit Cocteau être en retard d'une guerre et proposer un ballet intitulé Le Dieu bleu, musique de Reynaldo Hahn, décor et costume Léon Bakst, chorégraphie Michel Fokine, qui semblait une espèce de décalque de L'Oiseau de feu ou de Scheherazade. Et dans ce ballet, Nijinsky sembla un Krishna d'opérette. L'orientalisme de Reynaldo avait des airs de Massenet, un jour de petite inspiration. De sorte qu'un soir, sur la place de la Concorde, devant un Nijinsky broyant du noir, une fois de plus, Cocteau demandait à Diaghilev la raison de cet échec.
Alors l'impresario lui fit cette réponse lapidaire, que sur le moment Cocteau ne comprit pas, « Étonne-moi ». Eh bien, l'étonnement, il vint le 29 mai 1913 de Nijinsky lui-même, qui osa proposer une chorégraphie, une façon de danser jamais vue, de profil, les genoux fléchis, une espèce de hiératisme un peu bougon, de bas-relief égyptien. C'était le contraire, c'était l'antispectre de la rose, c'était la négation du style fleuri et bondissant qui avait épaté le Châtelet jusque-là. « Je ne suis pas un sauteur, je suis Nijinsky », disait-il. Et ce jeune homme étrange, au physique de Kalmouk, d'un seul coup, avec le faune, avec le prélude à l'après-midi d'un faune, jeta aux orties toute l'ancienne conception très féminisée de la danse masculine. Et ça se terminait, on le sait, par ce faune s'épanchant sur le voile qu'avait abandonné la nymphe. Électrochoc pour Cocteau. Est-ce qu'il devait lui aussi changer de style ? C'est donc l'année 1913, année tout à fait prodigieuse, prodigieuse. Celle d'Alcool d'Apollinaire, celle du côté de chez Swann, du Sacre du Printemps, des toiles abstraites de Kandinsky. La plupart des gens vivaient encore, disons comme en 1900, c'est-à-dire exactement comme au XIXe siècle. Mais ils étaient quelques-uns, dans cette période où on courait à la guerre de façon presque mécanique par le jeu des alliances. L'alliance franco-russe, c'est ce que Jaurès répétait sans cesse, sans être entendu. Ils étaient quelques-uns à pressentir, à désirer, à déjà élaborer ce qui serait l'après-guerre, le brusque changement d'époque, le changement de siècle. Et donc ce fut le sacre. Les danseurs n'entendaient plus l'orchestre, Nijinsky était monté sur une chaise dans la coulisse pour leur hurler des chiffres qui leur serviraient de repère. La comtesse de Pourtalès s'écria « C'est la première fois depuis 60 ans qu'on ose me manquer de respect ». On rit, on conspua, on imita des cris d'oiseaux, raconte Cocteau. Costume barbare, agressivement barbare de Nicolas Rurich, danse primitive, les pieds en dedans, agressivité des percussions. Et Cocteau, donc, rogna le recueil qu'il venait à peine de publier sous le titre « La danse de Sophocle », car il était temps, pour lui, de tordre le cou à celui qu'il avait été. Et il répétait la phrase dont Stravinsky se servait pour justifier toutes ses volte-face « Je cherche toujours une place fraîche sur l'oreiller ». Et Cocteau se mit donc à lire avidement Apollinaire, « À la fin tu es là de ce monde ancien, bergère au Tour Eiffel, le troupeau des ponts, belle ce matin, tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine, ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes ». Apollinaire avait compris, avait tout compris avant lui, et Sandrard aussi, qui publie son Transsibérien. Cocteau, décidément avec ses Montesquieu et ses Anna de Noailles et ses Maurice Rostand poudrés, avait un bon train de retard. C'était le moment de courir dans le suivant, de le prendre en marche. Alors, comme Stravinsky lui avait dit que la danse sacrale lui était apparue en rêve, Cocteau se mit à se bourrer de sucre parce qu'on lui avait appris que le sucre fait rêver. Et puis il se mit de la cire dans les oreilles pour être à l'écoute de ces bruits intérieurs, et le Potomac allait être le résultat de cet abus de glucose. Jean Cocteau s'est donc mis à l'écoute de ces bruits intérieurs, et le résultat de cette écoute, le résultat littéraire, ce sera le Potomac. Qu'est-ce que c'est que le Potomac ? C'est pour lui
littérairement, un virage à 180 degrés. De quoi s'agit-il? D'un monstre marin, d'une sorte de pachyderme avec de grandes oreilles roses, autour duquel s'organisent et se désorganisent des scénettes bizarres, où sont mis en scène deux clans, les Eugène et les Mortimer, ceux-ci étant d'affreux petits bourgeois dont les femmes Eugène, qui sont des goules insatiables, vont sucer le sang. Et dans l'introduction à ce Potomac écrit avec un K, Cocteau écrit, à force d'attendre parfois des heures, seul, debout, une lampe éteinte, des parlementaires de l'inconnu, me voilà quelque chose de tout à fait machine, de tout à fait antenne, de tout à fait morse. Et puis à ça s'ajoutent des dessins, avec des légendes un peu nietzschéennes, du genre de celle-ci, qui est bien connue, ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi, qui est du pur Cocteau. Le Potomac, c'est une sorte de plaisanterie, c'est une sorte de sotie, à l'instar de Palude d'André Gide, une plaisanterie échevelée, et en tout cas surtout un coup de pied insolent dans tout ce que Cocteau avait adoré jusque-là. On est là début 14. Et Cocteau esquisse avec Stravinsky le projet d'un David, qui ne se fera pas, et où aurait joué un jeune Suisse nommé Paulette Thévenat, élève de Dalcroze et dessinateur de talent autant que danseur, et tous les trois se retrouvent à l'Aisin, ivresse des sommets, bien sûr. Cocteau se voit le Nietzsche de ce Wagner New Look que serait Igor. Il est très amoureux de Thévenat, mais voilà que ce beau jeune homme le plaque. Et là, Cocteau découvre quelque chose qu'il ne connaissait pas, il découvre le désespoir. Indifférence d'un œil qui vous inspecte et qui vous buvait, mollesse d'une main qui ne cherchait que la vôtre, c'est atroce. Il veut mourir, et puis voilà que c'est la guerre. C'est la guerre, et c'est bien la première fois que Cocteau prend conscience tout d'un coup qu'il peut exister quelque chose qui serait l'histoire avec un grand H. Alors comment faire du théâtre avec du tragique? Voilà la question qui se pose. C'est là que Missia certes, à nouveau va intervenir. D'abord, c'est elle qui va suggérer à Gallieni, au général Gallieni, de réquisitionner les taxis parisiens, qui sont rouges avec une capote noire et le chauffeur à l'extérieur, comme pour les fiacres, afin d'emmener en taxi les troupes sur le front de la Marne. Et puis Missia appelle Poiret, Paul Poiret, le couturier. Elle lui fait couper un uniforme pour Cocteau, pour José Maria Certes, le peintre, son époux, son futur époux, pour Paul Iribe, qui est dessinateur, notamment dessinateur de mode, et pour Poiret lui-même. Et donc les voilà tous les cinq, elle étant en tailleur de tweed, prenant la tête d'un convoi d'ambulances, partant vers les champs de bataille. Cocteau avait été dispensé de service militaire pour faiblesse de constitution, et le voilà maintenant dans cet équipage de vaudeville, précipité dans la boucherie, et suppléant aux défaillances de la Croix-Rouge. Cocteau, c'est Thomas l'imposteur, en l'occurrence. Et Missia sera la princesse de Bormes. Et chaque fois qu'une sentinelle va essayer de les arrêter, elle va crier « Ordre du général Gallieni ». La mode était au danger, elle mourrait de calme, dira Cocteau dans Thomas l'imposteur. Les voilà arrivant vers Reims, dont la cathédrale a été bombardée. Une femme vitriolée métaphorise Cocteau à propos de cette cathédrale. Il voit un cheval boitant dans ses tripes, il voit des moignons sur les trottoirs, il voit la gangrène, il voit des hommes qu'on ampute sans anesthésie, il voit l'atroce de la guerre, qui est tout autre chose que l'atroce d'un chagrin d'amour. Et puis, Cocteau rencontre Roland Garros, qui est une sorte de chevalier moderne, et il va avoir son baptême de l'air avec looping et descente en piqué. Après quoi, c'est le comte de Beaumont, Étienne de Beaumont, qui va reprendre cette section d'ambulance, avec ses uniformes d'opérette, moitié amiral suisse, moitié colonel d'Argentine. Et puis un soir, dans un hôtel de Saint-Omer, des officiers anglais seront très surpris du spectacle qu'ils verront. Beaumont descendait l'escalier en pyjama noir, suivi de Cocteau en pyjama rose, tous deux portant aux chevilles des bracelets d'or qui cliquetaient. Et Cocteau trottinait derrière Beaumont comme une nymphe surprise au bain par des faunes. Ça n'empêche pas Beaumont
d'être un modèle de courage pour aller au secours des blessés ou pour recueillir les morts. Ça n'empêche pas Cocteau de regarder rêveusement les tirailleurs sénégalais et parfois de faire un peu plus que de les regarder, si bien qu'un jour on le renvoie à Paris et Beaumont va lui éviter le conseil de guerre. On va le renvoyer pour le désordre qu'il aura créé sur le front par ses enthousiasmes pour la beauté. À Paris, il va être employé à l'intendance dans une caserne, il va reprendre contact avec le milieu, avec le tout Paris, il va se passionner pour l'orphisme de Delaunay, il va rencontrer Valentine Gross, qui est une sorte de cygne élancé, par ailleurs maîtresse d'Edgar Varèse et future épouse de Jean Hugo. Elle connaît tout le monde, elle reçoit tout le monde dans son salon tout noir de l'île Saint-Louis. Et il semble que c'est par Varèse qu'un jour de 1915, pendant l'été, Cocteau fit connaissance de celui que, depuis Anadnoa, il désirait plus que quiconque rencontrer, Pablo Picasso. Il y a un Cocteau non seulement courageux, mais on dirait presque heureux à la guerre. Cocteau qui pourrait dire, comme Apollinaire, « Ah Dieu, que la guerre est jolie ». Il joue au foot avec les Zouaves, il est populaire chez les tirailleurs sénégalais, il y a de l'inconscience là-dedans, évidemment. Et puis il y a la fascination pour les explosifs, pour les Écossais en kilt, pour les légionnaires. Il voit tout ça exactement comme l'enfant qu'il était et qui allait au Châtelet, accompagné par sa maman. Notre soleil, c'est Jean, dit Pierre de la Crotelle, qu'il a connu au ballet russe et qui donc le retrouve là, sur le front de l'Isère. La réalité devient fiction. Du moins, Cocteau a des yeux et l'esprit faits ainsi que la réalité semble toujours irréelle. Et puis, il y a la proximité avec les hommes, pour pas dire la promiscuité avec les hommes. Il y a sa mère, certes tendrement aimée, mais dont il est délivré du regard. Alors il songe à écrire le grand poème, la cantate, qui marquerait son entrée dans le siècle de la vitesse et de la mort industrialisée. Car il n'est bien sûr ni stupide, ni assez insensible pour ne pas être glacé par ce qu'il voit, par ces soldats enterrés vivants dans leurs tranchées, par la gangrène, par cette terre imbibée de sang jusqu'à ne plus pouvoir le boire. Il y a les corps qu'il doit enterrer, il y a ces amputés qu'il voit mourir, et puis il y a la vie de l'arrière, c'est-à-dire Paris qui semble si loin de toute cette horreur. En juillet 1916, il obtient de Philippe Berthelot, qui est le directeur du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, d'être muté au service de la propagande. La vie d'avant, donc, peut presque reprendre. Et il repense à son David, ce David abandonné par Stravinsky, dont il reprend les esquisses et qu'il montre à Erik Satie. Le faune Cocteau rencontre le vieux plaisantin
que nul ne peut prendre au sérieux. Le vieux hautbois dormant, c'est comme ça que Cocteau le surnomme. Hautbois comme l'instrument de musique, bien sûr. Et dans des carnets d'esquisses de David, Cocteau retrouve tout un bric-à-brac, tout un chenil de prestidigitateurs chinois, d'acrobates, de jeunes filles américaines, auxquelles il avait un jour songé, des idées qui lui étaient passées par la tête, comme ça, comme tant d'idées lui passaient par la tête. Et donc là, il réalise ou il comprend que c'est ça qu'il va mettre en jeu. Et pour étonner Diaghilev, puisqu'il faut étonner Diaghilev, Cocteau va demander à Picasso de se charger, lui qui aime tant le cirque, les saltimbanques et les clowns, des décors et des costumes. Pendant des mois et des mois, Cocteau ne va penser qu'à parade. Toute cette bande fréquente assidûment le cirque Medrano, au pied de Montmartre, qui a été malheureusement démoli. Témoignage de Paul Morand, gaz vert, clown hypertrophique et chlorophylleux, maillot rose, crottin, acide. J'en connais tout le monde, s'amuse comme un fou à la chasse aux lièvres, aux équilibristes. Il dit « J'aime tellement mieux les clowns que les acteurs, ils sont tellement plus intelligents. » Et leur soirée se termine sur les confins nord de Paris ou sur ceux de Montparnasse, dont Cocteau semble le familier. Des voyous pâles et bleus, des femmes habillées en hommes, des aviateurs en veuves, un monde inouï, d'infâmes marlous, des trafiquants de coco, des incas, des boulevards extérieurs. Contraste donc entre l'allure de ce frêle personnage, à l'élégance presque surannée, avec canne, gants et col cassé, et son aisance dans les marges. Les cubistes tardifs de la coupole ou de la rotonde le trouvent bourgeois. Certes, il l'est par sa culture et ses origines, mais il y a eu la guerre. Et puis, il y a l'homosexualité, cette étrange société secrète, parallèle à l'autre, et où les classes sociales se mélangent. C'est Sandrard, autre Montparnasse, qui va faire entrer Cocteau aux éditions de La Sirène, où il va devenir une sorte d'éminence grise. En somme, c'est la prise de Montparnasse par Cocteau, avec Picasso pour allié, et quelques préventions à vaincre. Apollinaire, Modigliani et pas mal d'autres se méfient de ce pillard de Cocteau qui comprend tout très vite et qui pique les idées des autres sans même attendre qu'ils aient le dos tourné. Un jour, Picasso suggère d'introduire dans Parade des managers grossiers et un gigantesque cheval. D'abord, Cocteau se cabre devant ces idées qui ne sont pas de lui, et puis il doit céder, il doit accepter ce changement de perspective visuelle. Et le voyant céder, Satie sent que stratégiquement c'est le moment de se débarrasser du texte de Cocteau, dont il ne sait trop que faire. Nouveau rapport de force qui s'établit, et Cocteau à nouveau cède. Mais il exige les sirènes et les machines à écrire, et tous les engins à faire du bruit qui se chargeront d'une sorte de paratexte, pour employer un grand mot, ou de métalangage. J'ai composé un fond pour certains bruits que le librettiste juge indispensable, susurra Satie en rajustant son pince-nez.
Quelques extraits de Parade d'Éric Satie par l'Orchestre National de France, dirigé par Manuel Rosenthal. La première de Parade fut-elle un chahut homérique, comme Cocteau l'a dit, ou y eut-il beaucoup d'applaudissements et quelques sifflets, comme le note Paul Morand? C'est difficile à dire. Difficile parce que Cocteau va mythifier cette soirée. Une femme aurait dit « Si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené les enfants ». Satie aurait insulté le critique Jean Pouègue en lui disant « Vous êtes un cul, et si j'ose dire un cul sans musique ». Et le critique porta plainte pour diffamation. Il y avait eu quelques autres amabilités. Satie fut condamné à 1000 francs d'amende et 8 jours de prison. Parade avait surtout permis à Cocteau de voir Picasso à l'œuvre et de voir le génie lui jaillir de partout comme d'une pomme d'arrosoir, dit Cocteau, qui ajoute « Je l'admire et je me dégoûte ». À tel point qu'il songe même, à un certain moment, à devenir hétérosexuel pour faire comme Picasso, en croyant être amoureux de Marie Chabelska, qui danse le rôle de la petite fille dans Parade, alors que Picasso, lui, fait le siège d'Olga Koklova, autre danseuse de Diaghilev. Non, sans avoir écrit à Missia, « Je me couche très tard et je connais toutes les dames de Rome », puisque Parade est répété à Rome. Parade a surtout le mérite de faire entrer Cocteau dans le cercle de l'avant-garde. En même temps, il travaille au Cap de Bonne-Espérance, un cycle poétique qui serait la geste, qui serait la légende d'un homme cherchant à vaincre la pesanteur et à s'élever. En somme, c'est le mélange de l'imagerie symboliste et de Roland Garros, avec quelques emprunts apollinaires, notamment la typographie, et il en fait des lectures publiques, persuadé qu'il est que seule sa voix VOX, peut rendre justice à son texte. Un jour, dans le public, il y a un jeune médecin qui reste assez impénétrable, l'expression boudeuse. C'est très beau, n'est-ce pas, lui dit Cocteau, et l'autre reste de marbre. Alors Cocteau insiste, sur un ton désinvolte, mais ce n'est plus cela qu'il faut faire. Et il ajoute, ça fait trop sublime, trop Victor Hugo. Et le bonhomme, l'impassible, de s'en aller, toujours aussi marmoréen et impénétrable. C'est la première rencontre entre Cocteau et celui qui va devenir son meilleur ennemi, c'est-à-dire André Breton. Et puis, il y eut l'armistice, il y eut la liesse de la foule sur les boulevards criant « À mort Guillaume », c'était Guillaume II en l'occurrence, et Apollinaire, qui était à l'agonie, croyait que c'était pour lui. Il y eut l'amour de Cocteau pour un jeune poète, Jean Leroy, qui meurt sur le front au printemps 18, et cette mort va suggérer à Cocteau son plus beau poème jusqu'ici, qui est le Discours du grand sommeil, poème sans épate ni esbrouffe. Finiras-tu, journée triste, quittons-nous une fois pour toutes, quittons-nous courageusement, plonge ton soleil dans la mer, baigneuse timide, dors replié, bel ange enseveli vivant, imite intérieur le cygne qui met son cou majuscule comme un bras nu sous l'oreiller. Je te porte, je me résigne. Adieu, marin, naïfs adorateurs du vent. Vous avez noté au passage l'apparition du thème de l'ange qui va être fondamental dans la poétique de Jean Cocteau. Oui, les temps avaient changé. Tout était vide, béant, offert, dira Paul Morand. Eh bien, Cocteau va s'occuper à remplir le vide au maximum. D'abord, il s'occupe de cinéma. Il y a donc eu l'arrivée des Américains en 17. Il se passionne pour le cinéma de Griffith, de Cecil B. DeMille, et puis de Chaplin, évidemment. Et puis il y a le jazz. Il va demander à Albert Glaise, le peintre et sculpteur, de lui ramener d'Amérique tout ce qu'il pourra trouver comme, j'ouvre les guillemets, grande musique russo-juive américaine. Et Cocteau organise à la Salle des Agriculteurs un concert du Big Band de Billy Arnold, qui est le premier orchestre à sortir des dancing. Et après cela, il va faire paraître Le Coq et l'Arlequin. Le Coq et l'Arlequin, c'est le fruit de ses conversations avec le tout jeune Georges Auric, par lequel il va faire connaissance de Francis, de Darius, d'Arthur, de Germaine, etc. Ce coq, c'est une sorte de manifeste pour une musique française allégée, en somme, sans surmoi, comme dirait ce docteur viennois dont nous raffolons tous. C'est un mot qui est de Morand. Une musique ludique, une musique goûteuse, simple. C'est Parade qui avait fait de Cocteau cette sorte de sémaphore, cette sorte de poteau d'angle de l'esprit moderne. Mais évidemment que le début de tout, ça avait été bien sûr le grand coup de Trafalgar du Sacre.
On a fabriqué un personnage qui n'est pas moi, et c'est ce personnage, souvent, qui reçoit les coups. La vie d'un poète n'est pas drôle. Les muses sont des dames terribles et qui vous mangent pendant l'accouplement, pendant l'amour. Cela vient de nos ténèbres profondes, de la nuit du corps humain, et ce n'est pas du tout une inspiration, mais une expiration. Pour moi, un poète, c'est un homme qui est au service de forces qu'il connaît très mal. Voulez-vous être ma femme? Non, la bête. Je suis une vieille machine dont le destin est un déraillement ininterrompu. Adieu donc, belle. À demain. Cocteau habitait toujours chez sa mère, rue d'Anjou. Un jour, le vieux valet de chambre, Cyprien, annonça « Monsieur, il y a un enfant qui vous demande, un enfant avec une canne ». L'enfant en question avait à peine 16 ans, il avait été recommandé par Max Jacob, mais il avait déjà sonné chez Brancusi et chez Modigliani. Il était à la fois timide et déterminé. Il tirait de ses poches les petites feuilles de cahier d'écolier qu'il y enfonçait en boule, il les déchiffonnait du plat de la main, et, gêné par une des cigarettes qu'il roulait lui-même, essayait de lire un poème très court. Il le collait contre son œil. Dixit Cocteau. Le regard noir, des lèvres sensuelles, le corps petit et trapu. Il était beau d'une manière trouble, comme aurait dit, semble-t-il, Stravinsky. Raymond Radiguet, puisque c'était lui, était troublant, pour les femmes et pour les hommes, et Cocteau fut troublé. Toute sa personne, fragile, sérieuse, absente, semblait nager maladroitement à la traîne de ce regard qui l'approchait des choses. Il feignait de ne pas les voir et les enregistrait une fois pour toutes. L'amour que Cocteau portera à Radiguet sera un concentré d'ambiguïté. Le désir, plus l'admiration, plus quelque chose de, disons, paternel, plus le prosélytisme littéraire, plus le pygmalionisme, inventons ce mot, plus la fascination pour le mutisme de Radiguet, pour son œil myope et impitoyable, plus la perplexité face à cette mécanique intellectuelle sèche et opaque à laquelle il ne comprend pas grand-chose. Et Cocteau s'épanche. Mon faible cœur se décompose à ta douceur, ta main si douce parmi la mousse. Et monsieur Radiguet père s'inquiète, mais du coup, Cocteau le rassure et se pose en parrain. Il le rassure sur ses intentions pures, bien entendu, et sur les soins qu'il prend de cet adolescent pâle et chétif. Et Raymond Radiguet se laisse aimer, se prête, en somme, et Cocteau l'emmène au Piquet, cette plage de sable sur le bassin d'Arcachon, où à la fin de la guerre, il laissait le soleil bronzer son corps, et là, au passage, il démodait les peaux blanches, de la même façon que le faisaient Chanel ou Colette. Et Radiguet se laissait contempler et photographier nu. Plus tard dans son journal, il notera « Je ne me suis jamais refusé. Aucun n'a eu la patience. Mon insensibilité les vexait trop. » Et Cocteau prit l'habitude d'aimer sans être aimé, d'aimer sans réciprocité. Et il écrira « Ah, je voudrais, gardant ton profil sur ma gorge, par ta bouche qui dort, entendre de tes seins la délicate forge, souffler jusqu'à ma mort. » Radiguet reste insaisissable. Je baise ta joue et serre tes membres, mais tu sors de toi sans faire de bruit, comme d'une chambre on sort par le toit. Radiguet m'émerveille. Ses poésies ont goût de pêche. Elles lui poussent comme des violettes, des fraises des bois. La chambre est une usine d'abeilles. Et auprès de ce jeune homme, de 15 ans plus jeune que lui, eh bien, Cocteau s'éloignait de l'étrange personnage qu'il avait joué quelque temps dans l'entourage de Tzara, en côtoyant Duchamp et Aragon,
Aragon si proche de lui par tant de côtés, et irritant d'autant plus Breton qui ne supportait pas de sentir Aragon et Picabia séduits par Cocteau. Bien vite, la bande surréaliste fit de Cocteau sa tête de Turc. Et Cocteau quitta ce costume d'emprunt. Un de plus. Je change souvent de costume et ne respecte pas mes défroques, écrivit-il plus tard à Gide. Et donc il retourna à sa coterie, cette société d'admiration mutuelle dont il était l'aiguille magnétique. De Cocteau le pointu, l'électricité sortait par tous les angles. Ça, c'est un témoignage de Paul Morand. Et tous, c'est-à-dire les six, Radiguet, Lucien Daudet, Paul Morand, quelques autres, tous prirent pour cantine un bar à Porto de la rue du Faux, qui s'appelait le bar Gaïa, que tenait un certain Moïse, et où Wiener et Doucet improvisaient au piano. Milhaud avait rapporté du Brésil le bœuf sur le toit. Bientôt, il collaborerait avec Sandrard et Léger pour écrire et pour créer la création du monde. Ballet cubiste. Donc tout bougeait, tout vibrait. Cocteau avait 34 ans. Et finalement, il avait mis beaucoup de temps à devenir jeune. Mais là, maintenant, c'était la grande jouvence d'après-guerre, dans le droit fil du manifeste futuriste de Marinetti. En 1909, nous voulons chanter l'homme qui tient le volant, dont la tige idéale traverse la terre. Nous sommes sur le promontoire extrême des siècles. Picasso avait dit « Je ne cherche pas, je trouve ». Le Cocteau de ces années-là n'arrête plus. Il papillonne, il écrit, il dessine, il crée des bijoux. Il est le poète orchestre des années folles. Il devient, selon Mayakovsky en 22, le poète le plus spirituel et le plus populaire de Paris. Vu d'ailleurs, il est le sésame de la capitale. Ezra Pound le compare à l'homme total de la Renaissance. Cocteau, en 2 coups de cuillère à peau, a écrit Les mariés de la Tour Eiffel pour les ballets suédois, musique des 6, des chors d'Irène Lagut, c'est une espèce de pochade de Luna Park, et Alejo Carpentier en porte l'écho jusqu'à Cuba, disant que c'est plus fort que Bureau. Mais, ça c'est pour le Cocteau public en somme, plus secrètement, Cocteau mélancolisait. Radiguet décidément aimait les femmes. Il se laissait cueillir par Béatrice Hastings, qui était une romancière anglaise, cocaïnomane, excentrique et quadragénaire, au grand désespoir de Cocteau. Cocteau, par ailleurs, éperdu d'admiration pour le livre que Radiguet, concentré, replié sur lui-même, écrit d'une traite, sans une rature, ce chef-d'œuvre classique digne de Madame de Lafayette qui a pour titre Le diable au corps. Parfois, Radiguet relève le nez de son manuscrit pour regarder Cocteau d'un œil hagard et glacé. C'est la froide maîtrise amoureuse de l'adolescence. Fragilité de Cocteau. Fragilité, bien au-delà du personnage qu'il joue au bœuf sur le toit. Lorsque nous serons tous deux sous la terre, plus ou moins dessous, un moyen nouveau nous venant extraire de nos corps dissous, dessous ou dessus, là-bas notre langue n'ayant plus de cours, nous ne serons pas de visage exsangue, ni léger, ni lourd. Tout sera changé de ce que nous sommes, oui, tout à l'envers. Et les murs épais du sommeil des hommes nous seront ouverts. Si je meurs premier, dans tes rêves j'entre. Je verrai comment, lorsque je dormais, la main sur ton ventre, tu changeais d'amant.
La troisième Gnossienne d'Éric Satie, orchestrée par Francis Poulenc, l'interprétation de l'Orchestre du Capitole de Toulouse, dirigée par Michel Plasson. Cocteau fait donc écrire Radiguet et Radiguet fait lire Cocteau. Au centre de discussions littéraires comme Cocteau n'en avait jamais connu, Radiguet place Benjamin Constant, et puis Laclos, et puis Madame de Lafayette. Voilà ses références. Et Radiguet écrit à Madame Cocteau, quand j'aurai lu tous les livres, j'en écrirai un pour avoir quelque chose à lire. Eh bien, ce livre, ce sera Le bal du comte d'Orgel, 400 pages dans son premier état, alors que Cocteau, dans le même temps, est en train d'écrire un mince roman intitulé Le Grand Écart, qui est la transposition de ses anciennes amours avec Madeleine Carlier. Et il s'installe au Lavandou, et puis il s'installe ensuite sur la plage de Pramousquier. Je reste en tête-à-tête avec le silencieux, écrit Cocteau à sa mère. Il rentre à Paris pour veiller Proust. Proust mort d'épuisement dans sa chambre sinistre de la rue Hamelin. Sur la cheminée, il y a le manuscrit de la recherche, qui a en somme absorbé toute la substance de celui qu'on va enterrer au son de la pavane pour une infante défunte. Et reviennent à l'esprit de Cocteau les images de Proust l'attendant un soir rue d'Anjou, sur la banquette de l'escalier, et lui disant « Je n'ai pas osé vous attendre chez vous, naturellement je n'aurais rien touché, mais il aurait pu traîner des lettres. » Et lui revient aussi à l'esprit la voix de Proust, cette voix étrangement assourdie, qui organisait le long de son récit un système de vestibule, de fatigue, de halte, de politesse, de fou rire, de gants blancs écrasant la moustache en éventail sur la figure. C'est ce qu'écrira Cocteau dans le numéro d'hommage à Proust de la NRF. Et puis parut Le Diable au corps. Et Cocteau se chargea du tam-tam publicitaire. Bernard Grasset lança le livre exactement comme une savonnette. Les anciens combattants fulminèrent et demandèrent l'interdiction de ce roman. Breton, dans la revue littérature, déclara que c'était le plus mauvais livre de l'année, mais il fut bien le seul. Ce fut un succès éclatant, mêlé de scandale et de stupéfaction devant la jeunesse de l'auteur et son talent et son cynisme. Radiguet, grisé par le succès et par les quantités considérables d'alcool qu'il buvait avec Kessel, s'installa dans un hôtel cossu du boulevard Raspail. Des écrivains arrivés venaient le consulter gravement. Il fit la connaissance d'une Hollandaise de 16 ans, Bronia Perlemuter, fille de rabbin. Elle était venue à Paris faire du cinéma, mais pour le moment elle posait nue pour Kissling et pour d'autres Montparnasse. Et Cocteau suffoquait de jalousie, il les suivait, il les espionnait partout, et il souffrait autant de cette trahison que du relatif échec de son grand écart, puis de celui plus vexant encore de Thomas l'imposteur, qui parut 8 jours plus tard. Cocteau réussira encore à emmener Radiguet au piquet pour le séparer de Brognard. Il le fera retravailler le bal du comte d'Orgel, et même refaire le livre. Radiguet, dont l'évolution est stupéfiante. Voilà qu'il ne vénère plus que Barrès, que Pierre Benoît, que Paul Bourget. Voilà qu'il ne désire plus que vieillir et entrer à l'Académie française, qu'il ne porte plus que des costumes de notaire. Et puis, encore plus inquiétant, on voit Radiguet au bœuf sur le toit, livide, épuisé, souffrant de douleurs digestives et refusant de consulter un médecin. Un jour, il ne peut plus sortir de son lit. Cocteau et Kessel le font hospitaliser. C'est une fièvre typhoïde, causée peut-être par des huîtres au piquet. Et très vite, il tient des propos étranges, presque un délire. « Dans 3 jours, je vais être fusillé par les soldats de Dieu. Il y a une couleur qui se promène et des gens cachés dans cette couleur. » Après quoi, il perd conscience. Par crainte de la contagion, on le laisse mourir seul. Anéanti par la douleur, Cocteau ne peut suivre le corbillard qui est tiré par des chevaux blancs. Et puis l'on vient à déclarer publiquement qu'il n'écrira plus jamais. Après quoi il va chercher l'oubli dans l'opium.
Odéon de Ernesto Nazareth par Roberto Sidon. Après la mort de Radiguet, celui que les mauvaises langues, il y en a toujours eu beaucoup à Paris comme chacun sait, celui que les mauvaises langues appelaient le veuf sur le toit, chercha des expédients, et donc la torpeur de l'opium, auquel l'initia le critique musical Louis Laloy, et puis il y eut une liaison entre lui et l'un de ces jeunes gens qui lui faisaient leur cours, un jeune homme charmant, flagorneur et arriviste, nommé Maurice Saxe, par ailleurs menteur et kleptomane, et de surcroît atteint d'une incoercible haine de lui-même, et Cocteau eut pitié de ses faiblesses, et il en fit son secrétaire. Bien plus tard, dans ses souvenirs intitulés Le Sabbat, Maurice Saxe écrirait « Je serai toujours le débiteur de Jean Cocteau, car il m'a le premier fait ressentir ces voluptés profondes de l'âme qui mêlent ensemble l'amitié, le sens religieux, la dévotion au beau, la vénération de la grandeur. » Et donc, Saxe se fit l'esclave de Cocteau. C'est lui-même qui utilise ce mot. Un vrai cas de possession, dira Masque Jacob. Et puis un soir qu'il prenait l'ascenseur pour monter chez Picasso, Cocteau eut le sentiment qu'il y avait à côté de lui une présence dans la cabine de l'ascenseur. Je ne sais quoi de terrible et d'éternel, dit-il. Sans doute quelques fantômes de ce mort qui l'obsédait. Radiguet, donc. Et alors une voix se fit entendre pour lui dire « Mon nom se trouve sur la plaque ». Et Cocteau lut le nom du fabricant d'ascenseur, Heurtebise. Et alors il se lança dans l'écriture du poème qu'il tenait pour son meilleur, c'est-à-dire l'ange Heurtebise, cet ange étant évidemment Radiguet. Il y eut 8 jours où il fut habité par cet ange, élevé vers le ciel des anges par cet ascenseur, dont la plaque de fabricant, 8 jours plus tard, quand il revint, était redevenue normale, c'est-à-dire qu'elle indiquait Otis ou Chandler ou je ne sais quoi, Roux-Combalusier. Tout est miracle, avait dit Picasso. L'ange Heurtebise, au pied d'animal bleu de ciel, est venu. Je suis seul, tout nu, sans Ève, sans moustache, sans carte. Les abeilles de Salomon s'écartent, car je mange très mal mon miel de thym amer, mon miel des Andes. En bas, la mer ce matin recopie 100 fois le verbe aimer. Des anges doigtent, les indécents, les sales, sur l'herbe traient les pies des grandes vaches géographiques. L'ange Heurtebise, rue d'Anjou, le dimanche, joue au faux pas sur le toit, boite marelle à cloche-pied, voltant comme pie ou merle, ses joues en feu. Attention, dites-moi-tu. Heurtebise, mon bel estropié, on nous épie à droite, cache tes perles, tes ciseaux. Il ne faut pas qu'on te tue, car en te tuant chaque mois, on me tue moi et pas toi. Ange ou feu? Trop tard. Anjou, feu. Il tombe fusillé par les soldats de Dieu. Heurtebise, ne t'écarte plus de mon âme, j'accepte. Fais ce que doit, beauté. Qu'il est laid, le bonheur qu'on veut, qu'il est beau, le malheur qu'on a. Cheveux d'ange Heurtebise, lourd sceptre mâle, danger de l'eau, du lait, mâle de bon hangar, au regard de cet élégant animal sur la carte qui bouge, mon tombeau de l'île aux doigts écartés, le malheur gante du 7. Morceau de porc, piston sale. Polka. Caramel mou, bonbon acidulé, pastilles de menthe. Entracte. L'odeur en sabot. Beau gibier de satin tué par le tambour.
oiseleur de ses propres mains. Je ne peux pas dire que c'était un adolescent, c'était comme un enfant. D'abord, il ne se coupait jamais les cheveux, il avait des cheveux très longs, des espèces de favoris. Il y voyait très mal, il était très myope. Et nous l'avons su d'ailleurs tard qu'il était myope. Nous lui avons acheté des lunettes 4-5 ans après, il ne voyait presque rien. Il s'approchait des choses en clignant des yeux. Et il avait l'air extrêmement fragile et il était très fort comme tous les hommes de génie. Car il avait du génie à 14 ans. Il avait deux choses. Il était tout à fait un enfant, un collégien, puisqu'il fallait le forcer à écrire ses livres, l'enfermer à clé, il se sauvait quelquefois par la fenêtre, et il fallait même employer des ruses, réécrire son livre sur le sien pour qu'il veuille le réécrire à son tour, mais il était aussi un vieux sage de la Chine. Il est surtout devenu 2 ou 3 ans avant de mourir, où il mettait tout en ordre comme quelqu'un sachant ce qui allait arriver. Et il faut bien vous dire que Raymond Radiguet est tombé parmi nous à l'âge de 14 ans, en plein dada, en pleine révolution des lettres. Et sa grande idée, il ne voulait pas avoir d'idée, mais enfin, le fait qu'il apportait, c'était un désir, une volonté parfaite d'écrire ce qu'il appelait des livres comme les autres. Il estimait que... Qu'est-ce qu'il appelait les livres comme les autres? Eh bien, il appelait les livres comme les autres, essayer de ne pas être original. Il prétendait qu'un homme profondément original l'est malgré lui, et que c'est en essayant de ne pas l'être que l'originalité se montre. C'est pourquoi il est le premier, au milieu de ce grand désordre des lettres, à avoir réécrit des romans et à m'avoir fait écrire des romans. Car il faut vous dire aussi que Raymond était non seulement un enfant que nous suivions et que nous aidions, mais il nous a aidés tout de suite. À 14 ans, il était notre maître, et beaucoup d'écrivains célèbres d'aujourd'hui lui doivent leurs directives. Il n'avait pas l'air de donner de conseils, il ne donnait jamais de conseils, mais tout ce qu'il disait était tellement grave et tellement précieux et dans un sens si étrange qu'on le suivait, on l'écoutait. Ma maman bien-aimée, ne t'inquiète pas, mes tristesses sont d'un ordre si profond que rien ne pourrait les guérir. La naissance d'un livre comme opéra me tue. C'est tuant de mettre au monde une œuvre qui précède, qui est invisible, qui ne sera vue que le jour où elle deviendra aussi triste que les œuvres dont s'inspirent les affiches et les vitrines du printemps. Ne crois pas que mes amis passent avant tout. Tu passes avant tout. Mais ils me plaignent, me dorlotent. J'ai besoin de cette douceur dans toute la dureté où je vis. Cocteau, Lettre à sa mère, été 1927. Ce qu'il faut dire, c'est le travail abattu par Cocteau. Toute sa vie, d'ailleurs, mais particulièrement à ce moment-là. Les ballets pour Diaghilev, le Train bleu, les Fâcheux, les Biches, un Orphée qu'il fait jouer en 26, un acte décoré par Jean Hugo et costumé par Chanel, mise en scène de Georges Pitoef, style art déco, où apparaissent un cheval, 2 infirmiers, la mort, et lui-même en ange Heurtebise en costume de vitrier. Il se lie avec le jeune poète Jean Desbordes. C'est un ange aussi, lui, comme tous les garçons qu'il rencontre finalement. Il m'apporta un manuscrit, un paquet dactylographié de crises informes.
Soudain, il s'endormait, il parlait d'un autre monde, il volait, il marchait sur l'eau. Ma décision fut vite prise. Je me consacrai à lui enseigner le moyen de dormir exprès ce sommeil de hasard et à prendre conscience de lui-même sans perdre sa fraîcheur. Cette croyance au sortilège du rêve, c'est quelque chose que Cocteau partage avec les surréalistes. Mais il y a bien sûr, l'hostilité de Breton. Il y a surtout l'homophobie de Breton qui prend des aspects hystériques. Et Breton est ainsi fait qu'il veut régner sur son groupe et que Cocteau est freelance et solitaire dans l'âme. Il y a aussi que le groupe surréaliste adhère collectivement au Parti communiste, alors que Cocteau, pas très politisé certes, fréquente du côté des beaux quartiers, les Noailles, les Beaumont, la rive droite, qui porte bien son nom. Ce sont quelques années où Cocteau est partout. Malgré l'opium, malgré une première puis une seconde désintoxication, douloureuse, en clinique bien sûr. Déjà, il approche de la quarantaine. Il est né en 89, rappelons-le. Autre lettre à sa mère, janvier 1928. Cette fois, ma crise de désespoir a été si longue, si terrible, que je croyais que c'était la fin. Au reste, je me demande si ces crises ne me rendront pas fou. Il faut la patience d'ange de Jean Desbordes pour me supporter et me soulager. Personne d'autre ne me supporterait. Écrire une ligne est un supplice, me lever, me laver, un supplice, etc. Et je n'exagère pas. Ne m'en parle pas, c'est inutile. Rien ne me console et rien ne me remonte. Il vaut mieux ne pas en parler. J'imagine la sensation d'un homme qui se sentirait au bout d'une chose qui n'a pas de bout. Et tu comprendras un peu cette angoisse épouvantable. Ce Jean Desbordes, cet ange, puisque vous avez bien sûr noté l'image, ce Jean Desbordes lui est apparu un jour avec un uniforme de marin. L'uniforme le plus charmant du monde, dit Cocteau. Ce fut comme une espèce de réincarnation de Radiguet. Et Cocteau l'entraîna dans cet hôtel Welcome à Villefranche-sur-Mer, dont il fit le lieu mythique de toutes les magies. On y vit passer Bérard, René Crevel, Desnos, Georges Jugnet, le tout jeune Christian Dior, qui était un ami de Bérard, Isadora Duncan, quelques romanciers américains. Il y avait d'ailleurs dans la rade de Villefranche souvent l'escadre américaine, et des filles venaient de Toulon pour distraire les marins, et elles colonisaient l'hôtel, qui certes n'était pas un palace, mais qui regardait cette vue sublime. Comment dire la légèreté de Cocteau dans ces années-là, plus que jamais vif et touche à tout. Ce qui agaçait fort Breton, qui n'avait pas cette prestesse d'esprit et ce brio. C'est dans ces années-là qu'il est fasciné par un jeune travesti américain, Van der Clyde, qui, à l'aide de maquillage, de faux cils et d'une perruque blonde, devient Barbette trapéziste de music-hall, funambule entre deux sexes, autre sorte d'ange volant dans le ciel, image concentrée de tout ce qui fascine Cocteau. Cette créature parfaite tuait les petites femmes autour. Elle s'éteignait, devenait laide. C'est qu'en jouant le rôle de la femme, il les résumait toutes. Cocteau sut battre le rappel de toute la caravane, les six, Stravinsky, les amis Gratin, les amis de cœur, les amants, tous vinrent communier sous les espèces de l'androgynie et du trapèze. Et puis, de surcroît, dans le même temps, Cocteau faisait son retour à Dieu.
apples demonstrators talk of town, green and brown, picking them up and laying them down by your friends and foes. That's what they like to call up there in a class all alone. The only way for them to lose is to cheat on. You may tie them, but you'll never beat them. Press your stop, boy, you won't do nothing different. Take walking baby from home. New York, 8 octobre 1925, les Clarence Williams Blue Five, avec notamment Louis Armstrong au cornet, Sidney Bechet au sax soprano et Buddy Christian au banjo, et la voix de Eva Taylor dans Cake Walking Babies from Home. Oui, je reviens à Cocteau. Cocteau avait rencontré Jacques Maritain. Comme nombre de gens de lettres, l'austère et taciturne Maritain, qu'il avait visité à la clinique où il se désintoxiquait une première fois. Et Maritain, sur la petite chaise de l'hôpital, s'était lancé dans un subtil distinguo entre le romancier qui concurrence Dieu dans sa toute-puissance et le poète qui sert Dieu en parachevant son œuvre. Et Cocteau avait trouvé là confirmation de ce qu'il avait toujours voulu faire. Et Maritain avait évoqué le mal commis, selon lui, par certains esprits modernes qui avaient précipité l'avènement du moi. Et Cocteau, qui, dans l'opium, cherchait la dissolution de son moi, avait trouvé là autre confirmation de ses intuitions. Et puis Maritain avait parlé de ce vieil homme dont Paul dit qu'il faut se dépouiller. Et Cocteau, qui allait de métamorphose en métamorphose, avait eu le sentiment que c'était pour lui. Maritain, Jacques Maritain et sa femme Raïssa, d'origine juive et russe, accueillirent le convalescent dans leur isba de Meudon, autour d'un samovar, et là Cocteau retrouvait l'atmosphère du Maison Laffitte de son enfance et de la religion dans laquelle il avait été enseigné il y avait si longtemps. Et Maritain faisait à Cocteau la proposition de se mettre sous la protection d'un ange qui, cette fois, n'usurperait pas son nom. Il lui fit lire des vies de saints. Un jour même, Cocteau vit apparaître dans le salon un père blanc, un missionnaire, retour du Sahara, la poitrine frappée d'un cœur rouge, saisissante apparition. Je vois Jean Cocteau debout, silencieux, dans l'embrasure de la fenêtre, prie. Voilà donc la très claire réponse de Dieu à nos prières, écrit Raïssa Maritain. Maritain et ce père, le père Henrion, vont voir en Cocteau un porte-parole dans la reconquête de la jeunesse. Il va y avoir un singulier rapprochement entre l'ermite missionnaire et Cocteau, un Cocteau visionnaire, un Cocteau transcendé, qui dira au père Henrion des choses si bouleversantes, évidemment sous le sceau de la confession, que le père en était encore bouleversé 10 ans plus tard. Témoignage de Jean Hugo. Il était parvenu, c'est-à-dire Jean Cocteau,
Il était parvenu à des hauteurs que le contemplatif n'atteint qu'au bout d'un long chemin enlacé à travers les ronces et les épines. Quoi qu'il en soit, ce retour à la foi fit un bien immense au Cocteau douloureux de ces années-là. Cyprien, rue d'Anjou, Cyprien, je vous rappelle que c'était le maître d'hôtel, le valet de chambre de sa mère, Cyprien, rue d'Anjou, introduisit dans la chambre du poète, sous les dessins offerts par Picasso, Marie Laurencin, Jacques-Émile Blanche ou Chérico, sous les photos de Verlaine ou de Georges Carpentier, le boxeur, que Cocteau admirait fort, fit entrer des jeunes gens que Maritain lui envoyait. Une épidémie de conversion traversait le milieu littéraire, Morance à la Croix, Jean Orange, Drieux-La Rochelle, Jean Hugo, Reverdy, Maurice Sachs, qui fut baptisé à Villefranche-sur-Mer avec Cocteau pour parrain, Jean Bourgoin, autre amant de Cocteau, opiomane et dandy, qui lui aussi fit son retour à Dieu. Et Mauriac suivait avec grand intérêt, grande attention, cette évolution tout de même assez inattendue de Jean Cocteau. Mauriac et Cocteau se ressemblaient par tant d'aspects, et d'abord par leur goût, mais Mauriac avait mis toute son âme à les dissimuler et à les étouffer. Max Jacob, le converti, se rapprocha de Cocteau, et les surréalistes, d'ailleurs tellement religieux à leur manière, mais enfin d'une autre religion, les surréalistes ricanèrent. Anna de Noailles, toujours anticléricale, se sentit une fois de plus trahie par Cocteau. Si Dieu existait, j'en serais la première informée, dit-elle. Julien Green et Reverdy n'aimèrent pas, finalement, n'aimèrent pas vraiment le ton lyrique et trop littéraire de la lettre à Jacques Maritain que Cocteau fit paraître, car évidemment, il fallait que tout devint livre, pour ne pas dire spectacle, même ses élans les plus sincères. Mais Cocteau commençait à admettre le dédain ou la haine dont il était parfois victime. La première fois qu'il s'était senti rejeté, ça avait été sur le front, dans une garnison où on l'avait muté. Et là, il avait été pour la première fois insulté et mis à l'écart. Lui qui avait toujours été le centre de tout. Mis à l'écart parce qu'il était l'autre, l'homosexuel, le différent, l'artiste. 10 ans plus tard, mis au banc par les surréalistes et par pas mal d'autres, Cocteau, que tout de même Breton traitait d'infâme bouche d'égout, sacrilège et pornographique, rien de moins, Cocteau confiait à Max Jacob « Je ne les blâme plus, je prie pour eux ».
La romance, c'est-à-dire le mouvement lent de la sonate pour clarinette et piano de Francis Poulenc par Paul Meyer et Éric Lesage. Paul Meyer à la clarinette, Éric Lesage au piano. J'ai toujours aimé le sexe fort que je trouve légitime d'appeler le beau sexe. Ça n'est pas une réflexion faite par Poulenc, ça pourrait peut-être, mais non, c'est une réflexion faite par Cocteau. Mes malheurs sont venus d'une société qui condamna le rare comme un crime et nous oblige à réformer nos penchants. Dixit donc Cocteau. Cocteau n'avait jamais abordé ouvertement le sujet de l'homosexualité. Or, Proust avait donné Sodome et Gomorrhe et Gide avait donné Corydon. Alors, Cocteau décida d'écrire son livre sur le sujet. Il écrivit son livre blanc, qu'il ne signa pas et dont il nia la paternité. Et il évoquait là sa sexualité, éveillée précocement par un jeune garçon de ferme, chevauchant nu sur un cheval, par des bohémiens qu'il avait vus grimper nus aussi, décidément, à des arbres, par les genoux blasonnés de croûte et d'encre de son condisciple d'Argelos au collège. Et il y évoquait la pente que son père, suicidé, avait, lui, refusé de suivre. Peut-être à tant d'aveuglement dois-je d'être de ce monde. Je le déplore, car chacun eût trouvé son compte si mon père avait connu des joies qui m'eussent évité des malheurs. Ce livre blanc, eut une diffusion confidentielle et ne fut pas le manifeste qu'il avait rêvé qu'il fût. En revanche, les années 20 se terminèrent pour lui par 2 reconnaissances publiques. D'abord, Les Enfants terribles, dont la critique comprit le pathétique profond, et elle comprit également la pureté du lien incestueux qu'il y ait le frère et la sœur, inspiré du couple formé par Jean Bourgoin et sa sœur. Le Paul et l'Élisabeth du livre étaient comme lui, ils ne parvenaient pas à s'incarner, donc ils s'imaginaient en adultes, ils changeaient de panoplie imaginaire, comme Cocteau n'avait cessé de faire jusqu'ici. Et lui qui avait toujours été incapable de s'accommoder du monde réel, voyait, presque incrédule, le public des lecteurs adopter son irréel. Et puis, 2e succès public, Berthe Bovy, à la Comédie Française, triompha dans La Voix humaine. Ce monologue au téléphone d'une femme qui comprend que son amant l'abandonne. Le confidentiel Cocteau, qui n'était lu que des happy few et qui n'était illustre que dans un tout petit milieu, accédait au grand public. Et en transposant sur la scène ce qui avait été son obsession et son malheur, ce dont l'histoire Radiguet avait été l'archétype, c'est-à-dire le malheur de l'amour qui ne trouve pas sa réciproque, l'amour à sens unique, eh bien, Cocteau rencontrait le public. Et pourtant, malgré ses succès, Cocteau finissait cette décennie étrangement seul. Les 6, ce n'avait été qu'un moment. Bourgoin, Radiguet, Desbordes, Saxe et les autres, soit étaient morts, soit s'étaient éloignés. Il était repoussé par la bande à Breton et par le groupe de Gide. Il s'était libéré de l'opium et de la cocaïne, mais dans la douleur. Cette douleur, ce sang dont il s'était vidé, le sang d'un poète, eh bien, il l'exprimerait dans sa prochaine métamorphose, c'est-à-dire au cinéma.
Le mouvement final du concerto en sol de Maurice Ravel par François-René Duchâble au piano avec l'Orchestre du Capitole dirigé bien sûr par Michel Plasson. Ça sera la fin de cette première semaine du portrait de Jean Cocteau dans l'Humeur vagabonde, proposition de Charles Sigel qui était mise en page par Yves Roulin et Gérald Diestan. Plus de renseignements, la possibilité de podcaster, des liens, aussi des images grâce à YouTube. Tout ça si vous allez faire un tour sur notre page rts.ch. Vous écoutez Espace 2, il est midi. 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 Vous écoutez Espace 2, il est midi.